commencer à parler donc de ISU2 21-27. Donc, comme vous le savez sûrement, chaque programme dispose de sa propre plateforme informatique. Donc, il y avait pour le programme 2014-2020 une plateforme ISU2E. Aujourd'hui, pour ce nouveau programme 2021-2027, donc nous avons une nouvelle application qui s'appelle ISU2E 21-27, qui est basée sur la précédente 14-20, mais on a pris en compte pas mal de points d'amélioration. Donc, en termes de design aussi, c'est plus ergonomique. L'utilisation est simplifiée. Voilà, ça devrait être un peu plus intuitif que l'application précédente. La base de données, pour information, il y a plusieurs personnes, plusieurs bénéficiaires potentiels qui nous avaient demandé s'ils pouvaient déjà utiliser l'enregistrement de l'entité précédente de 14-20. Non, ce n'est pas possible parce que les données du programme 2014-2020 ne sont pas transférables sur le programme 2021-2027. Chaque programme dispose de sa propre base de données. Donc, on demande à ce que chaque nouvelle entité puisse enregistrer de nouveau pour ce programme. Alors, qui peut être utilisateur de ISU2E 2021-2027? ISU2E dispose de deux types d'utilisateurs. Un premier utilisateur qu'on appelle un utilisateur end, c'est-à-dire toute personne qui est en charge de l'enregistrement préalable de l'entité avant que celle-ci ne soit associée à un partenariat d'une candidature. Donc, je suis une entité, que je veux m'enregistrer pour avoir un code entité, je dois créer un profil utilisateur end comme entité. Si par contre, je suis une entité bénéficiaire principale, chef de file d'un projet, dans ce cas-là, je souhaite présenter une candidature de projet, donc j'ai besoin d'un utilisateur BP. BP qui veut dire bénéficiaire principal ou bénéficiaire principal en espagnol. Donc, sur le registre des entités, qui peut s'enregistrer pour cette nouvelle période 2021-2027? Tout simplement, toute entité qui souhaite se présenter un appel à projet. Le registre des entités est accessible à tous. En saisissant seulement le SIRET, vous pouvez vérifier si l'entité est déjà enregistrée. Comment ça se passe? Donc, quand vous êtes sur la page d'accueil de ISU2E 21-27, donc dans les phrases qui sont en dessous là, du bouton Entrée, vous avez la dernière phrase qui indique « Je souhaite accéder au moteur de recherche du registre des entités ». Et en cliquant sur cette phrase-là, vous arrivez donc au registre des entités. On change la langue toujours grâce à ce bouton, le petit rond là. Vous pouvez donc changer la langue que vous souhaitez. Donc dans ce cas-là, je vais le mettre en français. Et par exemple, je vais regarder si le secrétariat conjoint est déjà enregistré. Donc je vais mettre le SIRET qui est rattaché au secrétariat conjoint pour savoir si quelqu'un l'a déjà enregistré. Et je vois qu'effectivement, le secrétariat conjoint est déjà enregistré dans le registre, a déjà un code ISU2E. Donc, ça veut dire que je suis une personne qui souhaite savoir si l'entité est déjà enregistrée. Je vois que le code existe déjà, donc je n'ai pas besoin de l'enregistrer de nouveau. Je communique ce code ISU2E au bénéficiaire principal du projet et je n'ai rien besoin j'ai pas besoin de faire d'autres actions. Vous voyez que par exemple, là c'est écrit en espagnol, mais c'est en cours de validation, c'est-à-dire que c'est une personne qui a déjà créé cette entité-là, qui n'a pas été encore validée par le secrétariat conjoint, mais ce n'est pas grave, malgré tout, vous pouvez envoyer ce code ISU2E dès à présent au chef de file. Ça n'a pas d'incidence, le fait que votre entité soit déjà validée ou non par le secrétariat conjoint, le code ISU2E peut déjà être communiqué au chef de file. Mais si par exemple je prends, donc on va prendre l'exemple d'un SIRET qui a priori n'est pas encore enregistré. Voilà, en indiquant le SIRET, j'ai un message qui me met que l'entité n'est pas enregistrée dans ISU2E 21-27. Donc là, je sais que je n'ai pas encore de code, donc je vais devoir créer l'entité. Comment ça se passe? Donc, je reviens sur ma présentation. Donc voilà, comme j'ai déjà dit au préalable, si l'entité a déjà été enregistrée, je note le code ISU2E et je le communique au chef de file. Si ce n'est pas le cas, je vérifie en interne si les enregistrements sont centralisés par une personne au sein de l'entité. C'est-à-dire que si, par exemple, dans une université, je suis la personne qui va être en charge d'enregistrer tous les départements de l'université, c'est plus simple que ce soit la même personne qui le fasse. Avec un même utilisateur end, je vais pouvoir enregistrer tous les départements
de l'université. Donc, c'est plus simple plutôt qu'il y ait plusieurs personnes d'une entité qui enregistrent les entités. Il vaut mieux que ce soit une seule personne qui le fasse. Donc, par exemple, voilà, on a détecté que j'étais la personne de l'université pour le faire. Donc, je peux créer mon utilisateur entité ent. Dans la page d'accueil d'Issue2E, il suffit de cliquer sur « Je souhaite enregistrer une entité, mais je ne suis pas encore utilisateur ent de Issue2E ». Alors, comment ça se passe? En cliquant sur ce lien, vous allez arriver sur cette page de registre d'utilisateur. C'est très simple, il suffit donc d'indiquer le prénom, le nom, le mail et la langue préférée, donc en l'occurrence sûrement en français. Et une fois que vous avez envoyé ce formulaire, vous allez recevoir 2 mails automatiques d'Issue2E. Un premier qui est relatif à l'activation du compte et la création du mot de passe. Vous allez avoir un lien où vous devez cliquer dessus qui est actif pendant 30 minutes. Si vous n'avez pas eu le temps de le faire durant les 30 minutes, ce n'est pas grave, vous avez possibilité de redemander une réactivation. Je remets juste là sur la partie en français, donc il y a juste la phrase qui n'a pas été encore traduite, mais c'est sur cette phrase-là, registre cadeau cadeau. Donc ça, on est en train de le voir avec les techniciens pour changer la phrase en français. Donc, une fois que vous avez le premier mail d'activation du compte, vous recevrez également un autre mail automatique qui est relatif à la clé de double authentification. La clé qui est composée de 6 caractères et à chaque connexion, vous devrez saisir 2 des 6 caractères qui vous sont demandés. On a mis les exemples de mails reçus donc, en créant cet utilisateur ent. Le premier qui est relatif donc, à la création du compte. Vous avez une phrase qui met « Pour activer votre compte d'utilisateur, cliquez ici ». Donc, c'est là où vous allez devoir cliquer pour activer le compte et créer votre mot de passe. Et le deuxième email est relatif à la clé de double authentification qui vous indique donc là de 1 à 6, donc c'est l'ordre des caractères. Du coup, chaque connexion, quand on vous demandera 2 caractères, vous devez mettre le 2 et le 6, par exemple. Dans ce cas-là, vous devrez mettre le chiffre 2 et le chiffre 4. Donc, pour créer le mot de passe, vous devez cliquer sur le lien, on a vu dans la slide précédente, le lien du mail 1. Vous arrivez à un formulaire où vous devez indiquer le code d'activation qui était dans le mail et directement créer votre nouveau mot de passe. Ce nouveau mot de passe va comporter au moins 8 caractères, dont une lettre majuscule, une lettre minuscule, un chiffre et un caractère spécial. Une fois que votre clé de double authentification, une fois que votre mot de passe est créé, donc là, ça veut dire que vous avez vraiment tous les éléments. Vous avez déjà votre utilisateur ent, vous avez votre mot de passe que vous venez de créer, et vous avez votre clé de double authentification qui était dans votre deuxième mail. Donc, avec ces 3 éléments, vous pouvez à présent enregistrer votre entité. Comment ça se passe? Eh bien, quand vous arrivez sur la page, on va revenir sur la page. Donc, là, je vais rentrer avec mon utilisateur ent. Nous avons 2 versions de Issue2E. Là, je suis sur la version de test. La version de test, on a parlé à... Je vais retenter. Ah, ils sont en train de faire des modifications. Je vais tenter sur l'autre. Peut-être que sur l'autre, ça marche. Bon, sur la version test, apparemment, les techniciens sont en train de faire des actualisations. Donc, dans ce cas-là, je reviens en français. Donc, quand vous arrivez en fait sur le moteur de recherche des entités, donc là, j'ai pu rentrer avec mon identifiant ent et je peux donc ajouter une nouvelle entité en cliquant sur ce bouton. Donc, je vais indiquer le SIRET, le pays, et ensuite, je devrais donc compléter toutes les étapes. Donc, il y a 10 étapes, donc sur le nom, l'adresse, le représentant légal, etc., jusqu'à l'envoi du registre. Voilà, nous avons toutes les étapes du formulaire d'enregistrement.
Juste à tenir en compte, on a par exemple dans l'étape 2, donc c'est une question qui nous revient quand même relativement souvent, par rapport au nom. Nous avons 3 niveaux possibles d'enregistrement de l'entité. L'entité mère de niveau 1, l'unité fonctionnelle de niveau 2 et l'unité fonctionnelle de niveau 3. L'entité mère de niveau 1, c'est l'entité qui est identifiée par son numéro SIRET. On donne souvent l'exemple de l'université. L'université serait donc l'entité mère de niveau 1 avec son SIRET, mais de l'université donc dépendent d'autres divisions, la faculté et le département par exemple. Donc dans un cas où un département souhaite s'enregistrer pour se présenter à une candidature de projet, dans ce cas-là, dans la partie nom, l'étape 2, il faudrait indiquer les différents niveaux de cette entité. C'est-à-dire que le département dépend d'une faculté qui elle-même dépend d'une université. Donc c'est important de bien détailler les différents niveaux de l'entité en question. Si je veux enregistrer un département, je vais donc indiquer en entité mère de niveau 1 le nom de l'université, en unité fonctionnelle de niveau 2 le nom de la faculté dont dépend le département, et en unité fonctionnelle de niveau 3 le département. Si je veux seulement enregistrer l'université, donc en entité mère, dans ce cas-là, je complète seulement ce premier champ-là, l'entité mère de niveau 1. Vous avez plus de détails sur cette fonction d'enregistrement des 3 niveaux en page 5 du guide issu de OE 21-27 que nous avions communiqué, qui est disponible sur le site web. Autre élément à tenir en compte, l'étape 3, adresse. Quand vous indiquez le code postal, les champs qui sont relatifs aux notes 2 et 3 se complètent automatiquement. À la seule exception des codes postaux pour les Baléares et le Portugal, ils ont un système de codes postaux qui est un peu plus complexe, donc les champs pour eux se remplissent manuellement. À l'étape 5, quand il faut renseigner la catégorie de l'entité, c'est très important de l'indiquer correctement, puisque la liste déroulante de la nature juridique, qui est à l'étape suivante, l'étape 6, s'adapte en fonction de la catégorie qui est sélectionnée. C'est-à-dire, je vais prendre les exemples de catégories qui sont en page 10 du guide. Donc là, je suis sur le guide issu de OE du registre. Dans ce guide-là, ça peut vous orienter quand vous ne savez pas exactement où se situe votre entité. On a mis des exemples. Vous êtes par exemple une fondation. Bon, voilà, par exemple, vous voyez que dans fondation, vous pourrez indiquer votre catégorie 6, parties prenantes, y compris les ONG, etc., etc. Ça vous permet d'avoir un listing pour vous aider à vous situer par rapport à votre catégorie. Et en fonction de la catégorie sélectionnée, l'étape suivante, la nature juridique, s'adaptera en fonction de ce que vous avez sélectionné. Donc, une fois toutes les étapes renseignées et le formulaire envoyé, vous allez recevoir un email du code provisoire de l'entité. Ce code provisoire, comme je l'indiquais au départ, peut être communiqué dès à présent au chef de file. Et juste pour votre information, le code ISO2 est composé de 3 parties. La première partie, c'est le NOTE 2. Donc, c'est voilà, le champ qui correspond au NOTE 2. Ensuite, vous avez tout le numéro SIRET de l'entité. Et ensuite, vous avez le numéro corrélatif d'enregistrement, composé de 3 chiffres. Si c'est 000, cela veut dire que ça correspond à l'entité mère de l'entité. Si c'est une unité fonctionnelle de niveau 2, niveau 3, ça veut dire que ça va commencer à partir de 001, 002, etc. Après, c'est en fonction de l'ordre d'enregistrement des entités après l'entité mère. Une fois qu'on reçoit tous les registres, tous les enregistrements des entités, on va au secrétariat conjoint les valider. Il peut y avoir 3 possibilités de statut de validation. Soit l'entité est directement validée. Donc, le secrétaire conjoint vérifie la conformité de l'information, dit OK, tout est correct. Donc, le secrétaire conjoint valide l'entité et le code initialement provisoire sera donc définitif pour toute la période de programmation 2021-2027. Mais il se peut qu'il y ait des informations, des pièces complémentaires qui manquent à l'enregistrement de l'entité. Dans ces cas-là, l'entité sera à corriger. Vous avez donc 20 jours pour apporter les corrections nécessaires. Vous recevez un mail indiquant donc, toutes les étapes qui sont incomplètes. Et donc, vous avez ce délai de 20 jours pour corriger les éléments et renvoyer le formulaire au secrétaire conjoint pour sa validation. Et troisième possibilité, l'entité peut être refusée
Ça peut être le cas si, par exemple, l'entité a déjà été enregistrée préalablement par une autre personne, si l'enregistrement n'est pas correct, etc. Donc ça peut arriver et c'est une possibilité que l'on indique aujourd'hui. Je vous indique là un exemple de mail pour une entité à corriger. Donc c'est un email automatique qui reprend après les éléments qui manquent. Par exemple, ici on met étape 7, l'adresse URL du site internet doit être indiquée. Bon, voilà, vous savez que quand vous allez retourner sur le formulaire, vous allez pouvoir aller directement à l'étape 7, indiquer votre adresse internet et vous savez que ce champ-là, par exemple, sera déjà corrigé. Et une fois que tout est corrigé, vous cliquez sur envoyer et le secrétaire conjoint reçoit à nouveau le formulaire. Et si tout est conforme, l'entité peut donc être validée. Avant de passer à la deuxième partie du webinaire sur le formulaire de candidature, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les formuler via le chat ou directement avec la main levée. Nous sommes là pour y répondre. S'il y a des éléments qui ne vous ont pas paru très clairs, vous avez besoin de plus de précision. Et sinon, on enchaîne avec le formulaire de candidature. Vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire par chat sans problème, nous y répondrons à la fin. Ouais, est-ce que Fabien de l'Autorité nationale française souhaite apporter une précision des éléments? Non, tout est clair. Merci. Merci. Donc nous allons poursuivre par le formulaire de candidature. Nous avons une question donc de Thomas Garde. En moyenne, quel est le temps de réponse pour la validation de l'entité? Alors c'est vrai que l'on a reçu beaucoup d'enregistrements là ces derniers temps, donc on essaye de répondre, au plus vite. Dans les prochains jours, on va essayer d'en valider ou un maximum. On ne peut pas vous dire combien de temps exactement cela dure parce que ça dépend du nombre d'entités qu'on reçoit, et puis aussi de l'enregistrement qui est fait. Mais voilà, on essaye de répondre au plus vite à la validation de l'entité en sachant que ça n'influe pas sur le formulaire de candidature. Vous pouvez malgré tout, vous avez déjà un code entité à communiquer au chef de file. Le chef de file peut intégrer votre entité dans le partenariat, donc ça n'a pas d'influence sur le formulaire de candidature. Alors, donc le formulaire de candidature, justement, donc il est disponible au format Word depuis le 24 janvier. Ah pardon. On va répondre du coup à cette question de Luc Cafard. Si je comprends bien, chaque entité de niveau 3 possédera son propre code sudoé. Effectivement, si c'est donc dans le cas d'un département, par exemple, un département qui participe donc à une candidature, donc s'enregistrera comme unité fonctionnelle de niveau 3. Donc il devra bien indiquer entité mère, unité fonctionnelle niveau 2, unité fonctionnelle de niveau 3. Et donc, ça sera un enregistrement d'un département. Maintenant, vous voulez enregistrer un autre département, ce sera le même processus. Vous indiquez de nouveau l'entité mère, unité fonctionnelle niveau 2, unité fonctionnelle niveau 3, qui générera un nouveau code issu de E. Donc, si vous voyez sur le schéma donc d'un exemple d'une université, donc une université qui peut avoir plusieurs facultés, et de ces facultés, plusieurs départements peuvent dépendre des facultés, en fait, chaque niveau aura son propre code issu de E. Si chaque niveau s'enregistre, potentiellement chaque niveau pourra avoir son propre code issu de E. Ça veut dire chaque entité pourra se présenter dans trois candidatures, une comme bénéficiaire principale et deux comme bénéficiaire, ou directement trois comme bénéficiaire. En fait, la question essentielle à se poser, comme on le met là sur ce guide, c'est qui va exécuter le projet. Si par exemple, si je reprends dans le schéma, c'est seulement ce département-là qui participe, dans ce cas-là, vous l'enregistrez comme unité fonctionnelle de niveau 3 et il n'y a pas de problème, il a son code entité. Mais si par exemple, dans une même faculté, le département et le laboratoire, par exemple, participent ensemble sur le même projet, dans ce cas-là, il faut que ce soit la faculté qui s'enregistre pour ce projet-là. Donc, ce sera une unité fonctionnelle de niveau 2. Nous avons une autre question. En cas d'entité à modifier, y a-t-il aussi un code provisoire permettant d'intégrer le bénéficiaire dans la candidature en attente de validation? En train de corriger s'ils peuvent
Si on peut incorporer dans tous les cas? Ouais. Ah oui, oui, de toute façon, même si c'est un code provisoire, quand vous enregistrez l'entité, donc vous recevez le code entité provisoire, mais vous pouvez déjà le communiquer au chef de file. Le chef de file, ce qu'il va faire, on va le voir juste après, il rentre donc dans la partie bénéficiaire, il indique le code entité que vous avez communiqué, et directement, l'entité va apparaître, il pourra associer cette entité-là au partenariat, et du coup, il sera déjà enregistré comme bénéficiaire du projet. Donc le formulaire, vous l'avez déjà eu en format Word depuis donc, le 24 janvier. Forcément, entre le format Word et le format en ligne, il se peut que voilà, il y ait des petites. La configuration évidemment n'est pas la même, mais voilà, tout est numéroté pour que vous puissiez vous retrouver le plus facilement possible. Il faut juste tenir en compte que donc, si vous préparez déjà toute votre proposition de projet dans le fichier Word, après, c'est relativement facile. Il suffit de faire des copier-coller dans la plateforme Issue2E et il n'y a pas de problème particulier. Il faut juste tenir en compte qu'on n'accepte pas les images, graphiques, illustrations. Ce qui peut être copié-collé dans le Issue2E 2021-2027, c'est vraiment que du texte. Donc, juste à savoir, parce que si vous essayez de mettre des images, ça peut que ça crée un bug et du coup que ça ne traite pas en compte votre texte. Donc voilà, seul le texte dans le formulaire est évalué et on ne prend pas en compte la documentation et formation qui pourraient être rejointes. Voilà, c'est vraiment tout ce qui est demandé. Le fichier. Ouais, pour télécharger. Alors, si vous allez sur le site web, je le mets en français. Vous allez dans Sud 21-27, le premier appel à projet, et tout en bas, vous avez accès à 3 boutons, donc le texte officiel, le premier appel, le guide Issue2E ou le kit de candidature. Et si vous cliquez sur le kit de candidature, vous avez un fichier zip qui s'ouvre. Vous pouvez donc accéder, dans ce cas-là, à la première phase, et accéder donc au modèle donc, du formulaire en format Word et aux 2 déclarations qui sont en format PDF. Voilà. Si vous avez, il y en a qui nous ont déjà dit qu'il y avait des soucis pour télécharger ce fichier. Si besoin, vous nous envoyez un mail, on vous le renvoie par mail, il n'y a pas de problème. Alors, si je reviens là-dessus. Donc oui, quand vous êtes chef de file, comme pour le profil utilisateur N qu'on a vu précédemment, il faut donc créer un profil BP. Comment ça se passe? Donc, c'est le même process que pour le Ent. Sur la page d'accueil, vous devez cliquer sur « Je souhaite présenter une candidature de projet, mais je ne suis pas encore utilisateur BP ». Et là, le process va être le même. Vous allez remplir le petit formulaire, recevoir les 2 emails automatiques, créer votre propre mot de passe et avoir une clé de double authentification. Donc, si vous êtes chef de file, vous pouvez avoir un utilisateur BP et un utilisateur Ent. Mais l'utilisateur Ent, ce n'est pas obligatoire si c'est une autre personne de votre entité qui souhaite enregistrer l'entité. Ça, c'est plutôt à chaque entité de le voir. Donc, l'utilisateur qui crée l'entité comme profil BP, chef de file, sera donc le destinataire des notifications. Donc, s'il y a une correction dans la candidature de projet ou c'est toutes les informations relatives à la décision du comité de suivi, ce sera son adresse email qui sera utilisée pour envoyer ces communications-là. Alors, la nouveauté du profil bénéficiaire principal, donc le chef de file, puisque ça a été pas mal sollicité sur les programmes antérieurs, on l'a pris en compte, la possibilité en fait que plusieurs personnes puissent accéder comme bénéficiaire principal au formulaire de candidature. C'est-à-dire, j'ai créé mon profil BP et ma collègue souhaite également du coup accéder au formulaire pour enregistrer de son côté aussi les informations. Maintenant, oui, vous pouvez le faire. Vous avez une partie qui s'appelle Usuarios, qui est juste là. Oui, un petit bug, c'est donc juste la partie en dessous, Usuarios, qui vous permet d'associer une nouvelle personne comme bénéficiaire principal. C'est-à-dire que voilà, le premier qui crée son utilisateur bénéficiaire principal, donc voilà, va pouvoir associer une autre personne. Ou alors, la seule condition, est-ce qu'on met, voilà, qu'on essaye de mettre en avant pour
éviter les erreurs, c'est que, évidemment, si vous travaillez, si les 2 personnes travaillent en même temps, dans la même section et dans la même langue, il se peut qu'il y ait donc des interférences, on va dire, et donc il faut bien que chaque personne, on va dire, se répartisse bien, dit: «Voilà, moi je fais plutôt la partie A, toi tu fais plutôt la partie B», et cetera, pour être sûr que si 2 personnes, enregistrent la même information, qu'il n'y ait pas de suppression de données. Voilà, il faut juste bien communiquer et s'assurer que chacun le fait correctement pour éviter ce genre d'erreur. Et après, il y a un autre profil utilisateur qui est toujours possible, hein, comme le précédent programme, c'est-à-dire la lecture seule. Donc, c'est un profil seule lecture, SL, qui est une traduction de solo lectura en espagnol, qui permet donc de donner accès aux bénéficiaires du projet juste donc en lecture seule, c'est-à-dire ils ne peuvent pas modifier l'information, ils ne peuvent pas joindre de nouvelles données. C'est vraiment juste pour accéder en lecture seule au formulaire. Donc, nous allons faire un test en direct. Ça marche maintenant? Parfait. Donc là, comme c'est notre version de test, on n'a pas eu la clé de double authentification, mais sinon, on se devrait m'enregistrer en mettant la clé de double authentification. Donc juste pour rappel, hein, quand vous accédez donc, avec votre utilisateur BP, si vous voulez changer de langue, c'est en haut à droite, vous sélectionnez la langue. Donc là, en ce cas-là, je suis en français, mais si je veux me mettre en espagnol, ça se fait automatiquement, donc c'est très simple. Donc je me remets en français, je clique sur, donc dans ces cas-là, on a déjà créé un projet pour vous montrer, mais si vous n'avez pas encore de projet, il suffit de cliquer sur le petit bouton vert plus, créer, et là, vous avez donc toute la première partie qui commence à, vous pouvez commencer à compléter. Mais on va prendre directement le projet, celui-ci qui s'appelle TIS. Pour information, ces 3 petites lignes vous permettent d'occulter ce menu à gauche si vous voulez avoir un confort visuel. Juste, voilà, c'est un petit détail qui peut vous permettre, voilà, de ne pas forcément avoir besoin de voir tout ce qu'il y a ici et donc d'avoir plus d'espace. Donc, le formulaire peut se compléter dans n'importe quel ordre. Vous n'êtes pas obligé de commencer par la partie A, puis B, puis C. Vous pouvez commencer par les personnes de contact, puis la description du projet, etc. Bon, le plus logique, c'est quand même de commencer par la partie A, identification du projet, mais c'est comme vous voulez. Ça dépend de l'objectif. Oui, à l'exception juste de cette partie-là. Alors, effectivement, le résumé, ça, c'est pas gênant, mais effectivement, moi, commencer par donc, bon, les premiers éléments, le titre du projet et l'acronyme, qui a un maximum de 30 caractères, juste pour éviter les noms qui sont trop longs. Et quand vous sectionnez l'objectif spécifique du programme, oui, c'est juste un élément qu'il faut bien tenir en compte. Autant toutes les informations du formulaire sont modifiables, éditables comme vous le souhaitez avant l'envoi, autant l'objectif spécifique du programme, une fois que vous l'avez sélectionné et que vous l'avez enregistré, il n'est plus du tout modifiable par la suite. Par exemple, dans ce cas précis, on va le voir en direct. On avait enregistré donc un objectif spécifique 1.4. Si je me rends compte, mince, je me suis trompée, c'est le 2.5 et que je veux l'enregistrer, vous allez voir que vous avez un message d'erreur qui va s'afficher. Pourquoi cette donnée-là ne peut pas se modifier? Parce qu'en fait, une fois que vous sélectionnez l'objectif spécifique, il y a des champs qui vont dépendre de l'objectif. Par exemple, le type d'acteur en fonction de l'objectif spécifique et paramétré en fonction de ce que vous choisissez au départ. Donc forcément, le formulaire va s'adapter en fonction de l'objectif indiqué au départ. Donc si vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé d'objectif spécifique, dans ce cas-là, la seule solution, ce serait de créer de nouveau un nouveau formulaire. Donc là, je vais remettre le formulaire initial. Donc ça, c'est bon, ça fonctionne. Et donc dans le calendrier, donc vous pouvez donc indiquer donc, la date de début, date de fin, en sachant que ça ne peut pas être supérieur à 36 mois. Là aussi, il y a une vérification du système. Si vous vous trompez, si vous mettez une durée supérieure, on va faire l'exemple ici, par exemple, d'une fin de projet. Alors, pour information, là, plutôt que de cliquer sur les petites flèches d'arrivée et d'attendre les années, vous pouvez directement cliquer sur ce petit bouton-là et choisir l'année en fonction. Donc, si, par exemple, je mets 2029, le 31 décembre 2029, je vais avoir un message d'erreur qui met que le durée du projet est de 36 mois maximum, donc
vous n'allez pas pouvoir valider le formulaire tant que cette information-là n'aura pas été corrigée. Donc, je reviens sur mon information initiale. Là, c'est bon, c'est correct. Donc, je peux passer sur la suite du formulaire. Donc, si on suit l'ordre logique, vous voyez que donc là, le résumé du projet, donc c'est les champs de texte, vous avez un maximum de caractères. Donc là, par exemple, il est déjà écrit en français. Je veux maintenant avoir la traduction en espagnol. Vous voyez que du coup, là, il y a un autre texte, donc je peux écrire ce que je veux. Il faut bien penser à tout le temps, d'ailleurs, à tout le temps enregistrer. Sinon, ça ne prend pas en compte ce que vous avez inséré. Et puis ensuite, je veux la version en portugais. Et là, c'est pareil, vous avez un autre texte. Donc voilà, pour passer d'une langue à une autre, c'est très simple. Juste en cliquant sur ce petit icône-là, et puis si vous voulez tout faire en portugais, en français au départ, puis ensuite en espagnol, mais vous pouvez même faire le même par partie, je fais la partie française, puis l'espagnol, puis la portugaise. Vraiment, vous pouvez le faire comme vous le souhaitez. Ce champ dans la partie 1, donc je repasse en français. Donc, c'est lié au budget et subvention éligible. Total éligible. C'est ça, coût total éligible. Donc là, c'est juste une information. Il n'y a pas besoin de saisir quoi que ce soit. C'est juste par rapport à ce qui a déjà été préalablement enregistré donc dans la partie C1. Aller dans la C1 pour montrer. Oui. C'est ça. Si je veux déjà indiquer qui sont mes bénéficiaires du projet. Donc, c'est la partie C, C1. Donc là, dans cet exemple-là, par exemple, on avait déjà enregistré des personnes, mais c'est très simple. Si on a des personnes au départ, vous cliquez sur « Plus ». Et là, c'est là où, du coup, quand les personnes nous ont demandé est-ce qu'on peut déjà mettre des personnes, oui, oui. En indiquant le code issu de WE, vous pouvez déjà… est-ce qu'on a un exemple par ici? C'est celui-là. 2, 38, 70, 85, 07, 00, 0, 39. Alors, 0. Voilà, j'ai fait la recherche. Donc, je suis chef de file. Un bénéficiaire m'a communiqué son code, donc son SIRET, son code entité, pardon. Et je vois que donc, la personne s'est effectivement bien enregistrée. Donc, je la retrouve et j'ai juste besoin d'associer cette entité. Je vois les informations qui ont été saisies par la personne responsable de l'entité. Voilà. Et ensuite, dans les détails du bénéficiaire, je peux donc indiquer quel est le rôle du bénéficiaire dans le projet. Donc, en fait, voilà, il est bénéficiaire. Le budget total éligible, donc on sait que c'est minimum de 100 000 euros. Donc, par exemple, si je me trompe, je mets un budget de 1 000 euros et je ne fais pas attention, je sélectionne le type d'acteur. Donc, c'est là où on vous disait tout à l'heure, donc le type d'acteur qui dépend de l'objectif spécifique. Là, en l'occurrence, mon bénéficiaire est, je sais pas, une autorité publique compétente. Une autorité publique compétente. J'indique mon choix qui justifie donc voilà le rôle de bénéficiaire. C'est nouveau, il vient de l'insérer. Ça, c'est nouveau. Petite nouveauté en direct. Nous avons donc ajouté, c'est je pense pour ça que juste avant, il y a eu un petit bug informatique. Vous allez pouvoir ajouter une personne de contact. De l'entité. De l'entité en question. Donc, c'est obligatoire, étant donné qu'il y a des astérisques. Voilà. Les champs sont obligatoires, donc on va mettre un rapport. Un email correct. Registre. Et là, voilà. Et voilà, le test qu'on voulait faire, c'était si je me trompe donc, dans le budget total éligible où j'ai mis 1 000 euros, vous avez un message d'erreur qui dit que le minimum à respecter de 100 000 euros. Donc, si je reviens ici, donc ça veut dire que je ne pourrais pas envoyer mon formulaire tant que ce n'est pas corrigé. Si je rajoute le montant correct, j'enregistre et là, donc c'est bon, votre
votre bénéficiaire est bien ajouté correctement dans le partenariat. On peut poursuivre par les partenaires associés. Donc, dans le cas des partenaires associés, donc le principe voilà, est le même en cliquant sur le bouton plus. Le seul cas des partenaires associés, c'est qu'ils n'ont pas de code entité. Donc, c'est juste des éléments, des champs à compléter qui sont relativement simples. Le nom du partenaire, le code postal, et enfin l'adresse, et les champs de représentant légal et personne de contact. Si nous revenons sur la partie B, description du projet. Ouais, on va faire un test. Donc là, vous voyez que donc, ce sont des onglets, cherchez le mot entier. Les onglets que vous pouvez aussi, voilà, vous pouvez accéder comme vous le souhaitez. Il n'y a pas d'ordre particulier si vous souhaitez commencer par un plutôt un autre. Donc là, par exemple, dans l'onglet objectif spécifique, donc je veux en rajouter un, toujours le même principe. On clique sur le bouton vert. Je définis donc mon objectif spécifique. Alors, cette partie, c'est essentiellement c'est la logique d'intervention du projet. Et quand on demande dans le premier onglet les objectifs spécifiques, nous voulons les objectifs spécifiques du projet, non du programme. Attention à cette différence, que parfois il y a des personnes qui ont des confusions. Alors, il faut que chaque projet identifie et indique ses objectifs spécifiques du propre projet. Comme vous le savez, le programme, il y a une limite d'objectifs spécifiques par projet. On va faire maintenant un test pour voir comment l'application informatique vous informe sur cette limite. Par exemple, nous venons d'enregistrer un objectif spécifique. Je souhaite en enregistrer un deuxième. Ces objectifs spécifiques, en comparaison au programme 14-20, c'est ce qui était les groupes de tâches. Si bien qu'en deuxième phase, on va voir que ça correspond les objectifs spécifiques au groupe de tâches, mais quand on parle maintenant des objectifs spécifiques du projet, nous parlons essentiellement des groupes de tâches qui vont être essentiels à l'exécution du projet. En plus de définir les objectifs spécifiques du projet, il faut expliquer les activités qui vont permettre d'atteindre les respectifs objectifs spécifiques du projet que vous indiquez dans la proposition de projet. C'est ce qui était en train de... Clarisse. Voilà, j'ai déjà enregistré trois objectifs et j'ai voulu en ajouter un quatrième, mais là, j'ai bien un message d'erreur de la plateforme qui indique qu'il faut présenter un objectif spécifique, au moins un, mais 3 maximum. Vous n'avez pas la possibilité d'enregistrer un quatrième. Donc, la plateforme est relativement bien faite pour ça, pour vous guider et faire en sorte que vous ne puissiez pas vous tromper, puisque vous avez des messages d'erreur pour ne pas, dans ce cas-là, par exemple, rajouter plus d'objectifs spécifiques que vous ne pouvez. Et après avoir indiqué les 3 principaux objectifs spécifiques du projet, nous allons maintenant saisir les principales réalisations du projet. Oui, on avait, hier dans les webinaires, on avait déjà commencé à remplir. Ouais. C'est pour ça que... Donc, le principe est le même. Exactement, c'est remplir les réalisations. Il peut y avoir une ou plusieurs réalisations, mais attention aux indicateurs de réalisation du programme. Comme vous le savez, les indicateurs maintenant, ce sont 2, stratégie et plan d'action. Je n'arrive pas à avoir des... stratégie et plan d'action élaborés conjointement, et les actions pilotes élaborées conjointement et mises en œuvre dans les contextes de projet. Pour cela, que vous sachiez que votre projet doit contribuer à ces 2 indicateurs-là. Pour cela, on va faire un petit test et on va, notre projet initialement a seulement prévu une réalisation qui va contribuer uniquement à un indicateur de réalisation, stratégie par exemple.
on met les valeurs cibles, on a mis une stratégie, on enregistre. Voilà. Et là, on va faire le test que c'est une nouveauté. On clique sur en cliquant sur valider, là, donc sur le bouton jaune-orange. En fait, ça vous permet de savoir si toutes les parties du formulaire de candidature ont été correctement remplies ou pas. Vous avez un code couleur. Si c'est donc un champ en couleur vert, ça veut dire que tout a été bien saisi. Dans ce cas précis, la candidature doit avoir un chef de file, c'est vert, donc c'est bon, c'est bien écrit. Par contre, si vous le voyez en rouge, ça veut dire qu'il manque des éléments qui vous empêchent d'envoyer le formulaire. Dans ce cas-là, il manque des bénéficiaires des pays suivants. Vous savez qu'il faut au moins un bénéficiaire en France, en Espagne, en Portugal. Là, il manque un bénéficiaire en Espagne. Donc, ça veut dire que ça vous permet d'identifier rapidement, OK, donc je dois rajouter mon bénéficiaire espagnol. Donc là, vous avez tout, c'est fait par partie. Donc là, vous savez les documentations, ce qui peut vous manquer. Les objectifs, les résultats du projet. Donc, par partie du formulaire, vous pouvez checker si c'est correctement complété ou pas. La partie celle qui correspond aux couleurs, à la couleur orange-jaune, ce sont des éléments qui sont qui sont corrigibles, donc pas nécessaires pour l'envoi du formulaire. Dans le cas présent, par exemple, il faut donc insérer les traductions. Donc, comme vous le savez, vous avez l'obligation d'envoyer le formulaire de candidature dans la langue du chef de file donc la deadline, c'est le 31 mars à midi, heure française. Mais pour envoyer des traductions, donc si dans le cas précis, votre chef de file est français, donc ce sera tout en français, les traductions donc en espagnol et en portugais pourront être envoyées jusqu'au 7 avril à midi. Donc, ce qui veut dire que là, c'est en orange parce que ce n'est pas nécessaire pour l'envoi de la candidature jusqu'au 31 mars. C'est juste un rappel. On vous conseille malgré tout de remplir tout le formulaire dans les 3 langues pour le 31 mars pour vous éviter d'éventuelles erreurs, des oublis, parce que s'il manque des traductions en fait au 7 avril, le problème c'est que le projet ne pourra pas être accepté. Donc ce serait dommage que pour un souci de traduction, votre projet ne puisse pas passer l'étape suivante. Donc on vous recommande malgré tout, c'est quand même on va dire c'est un confort, une flexibilité qu'on donne au projet pour avoir plus de temps. Mais si vous pouvez le faire avant, c'est une recommandation de notre part. Donc, quand on a fait ce test de valider, c'était aussi pour voir donc, la partie sur les indicateurs qu'on indiquait précédemment. Je passé. Voilà, en rouge, donc dans principale réalisation. Donc là, c'est du texte qui n'est pas totalement traduit en français, mais voilà, on est en cours de traduction. Donc, il est bien indiqué que le projet doit contribuer à l'indicateur de réalisation RC 084, et donc il est en rouge, donc ça veut dire que ce n'est pas le cas. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez revenir sur la petite flèche du haut qui vous permet de réaccéder donc, au formulaire de manière plus simple. Vous revenez sur cette partie-là et dans principale réalisation, dans ce cas-là, vous savez qu'il vous manque l'autre indicateur. Qui va contribuer à l'autre indicateur. Vous enregistrez et là, ça s'est donc réalisé correctement. Vous savez que c'est... si vous voulez refaire le test de valider, vous allez voir qu'il n'apparaît plus. Il apparaît pas en vert. Voilà, donc là, vous avez d'autres onglets. Ensuite, après la définition des objectifs spécifiques et des principales réalisations, c'est simplement indiquer l'objectif principal du projet et le résultat qui va contribuer à l'objectif spécifique du programme qui est automatique. Il ne faut pas remplir cet onglet. Il reprend l'information qui a été remplie dans la partie 1.1, l'objectif spécifique, et les indicateurs que vous avez indiqués dans l'onglet, dans le deuxième onglet. Tout à fait. Si on suit ensuite donc, la partie B2, donc voilà, il y a des champs qui ont déjà été complétés. Pour votre information, si vous y avez prêté attention par rapport au formulaire en document Word qu'on vous avait fourni, l'ordre des questions, là par exemple, passe donc de B2.1, B2.2, B2.3 à B2.7, ce n'est pas une erreur ou un oubli, c'est parce que toutes ces questions-là sont relatives à des champs de texte, donc c'est vraiment juste un souci informatique, entre guillemets, où les questions B2.4, 5 et 6 sont dans les autres onglets.
Donc, c'est normal. C'est juste que ça a été configuré pardon, d'une manière qui permette de... Là, dans ces cas-là, bah, vous voyez que ce n'est pas un champ de texte comme les autres. Donc, c'est pour ça que c'est normal que ça apparaît donc, dans ces autres onglets-là. On va juste demander aux informaticiens de rajouter les numéros pour que ça soit peut-être un peu plus intuitif pour vous, pour savoir à quoi ça correspond. Mais voilà, vous avez donc ces éléments-là aussi à compléter. Voilà. Pensez bien que ces onglets-là aussi font partie donc de la partie B2. Alors là, peut-être on peut apporter des précisions sur, on m'entend presque, tu peux le dire, sur les stratégies. catalogue. Ah, exactement. Dans la partie, dans ces dernières parties de liste, il ne faut pas exclusivement faire une liste des stratégies ou des synergies que votre projet va contribuer. Il faut indiquer, par exemple, les stratégies et les politiques et comment le projet contribue à ces stratégies, mais expliquant comment il va contribuer. Ce n'est pas simplement indiquer quelle est la stratégie qui va contribuer à laquelle va contribuer le projet. Vous devez expliquer comment va contribuer votre projet. Nous recommandons de bien cibler les stratégies et l'apportation du projet et de ne pas mettre un catalogue extensif de stratégies. Il faut mieux prendre 2 ou 3 stratégies, mais expliquer vraiment comment votre projet va contribuer. Et le même pour les synergies. Ouais, si on continue donc sur la partie B3, donc voilà, c'est un champ de texte, partenariat du projet, rien de spécial. L'impact territorial du projet, donc bien indiqué pour chaque pays, donc le territoire dans lequel le projet interviendra. Ouais, là aussi, ce n'est pas indiqué où sont localisées les entités partenaires du projet, mais où va impacter le projet. Alors là, c'est un exemple comme ça de texte, mais il faut que ce soit. Exactement, ça c'est un exemple quand on a fait des tests, mais indiquer exactement les territoires où va impacter les activités du projet. Si c'est une mairie, une communauté de communes, le type de territoire, le nom du territoire. Pour chacun des pays. Parce qu'ensuite, l'objectif, c'est de faire un système d'information géographique. Parce qu'après, l'objectif, c'est qu'après d'avoir cette information, d'avoir un système géographique, Système d'information. L'information géographique, on peut localiser, par exemple, dans votre région, quels sont les territoires Dans lesquels il y a un pilote. Exactement, quelques pilotes, où est-ce qu'il est localisé et qu'est-ce qu'on peut trouver dans un territoire. Voilà, donc si on continue, donc la partie C, on l'a déjà vu. La partie des personnes de contact, donc là, rien de particulier ici. Par rapport aux emails et au profil BP. Ah oui, oui, juste un élément à prendre en compte. Donc là, vous indiquez donc, les personnes de contact, donc les différents champs. Juste pour information, les 2 emails que vous indiquez là, si ce sont des personnes qui ne sont pas utilisateurs BP, et là, du coup, c'est une petite erreur au niveau du texte parce qu'on va le changer parce que si vous avez, en fait, les notifications vont être envoyées uniquement aux utilisateurs BP. Si là, vous indiquez un mail d'une personne de l'entité, mais qui n'a pas du tout accès à Isudoe, dans ce cas-là, elle ne recevra pas les mails automatiques. Ce mail-là peut nous indiquer, voilà, si on a besoin de contacter une personne, on peut avoir le mail, mais du coup, il faut bien savoir que si vous voulez avoir les notifications, il faut bien que ce soit un utilisateur BP. Et pour ça, comme on l'expliquait juste avant, pour savoir si on peut donner accès à d'autres bénéficiaires ou à d'autres personnes de la même entité le rôle de bénéficiaire principal. Dans ce cas-là, dans les utilisateurs, vous rajoutez une personne en indiquant, alors vous avez soit un nouvel utilisateur donc qui a besoin d'un utilisateur BP, ou soit associer une personne qui aurait déjà un identifiant BP.
On avait fait le test hier, je pense qu'on peut en avoir d'autres de toute façon. Si je tente ici. Donc là, par exemple, je vais rajouter la personne à ce mail-là, je vais la rajouter aussi comme bénéficiaire principal. Je vais tester, je ne sais plus. Il n'y en a pas. Non, je vais peut-être pas. Bon, dans ce cas-là, en fait, si vous. Parce que hier, on avait fait le test avec mon mail et du coup, on avait rajouté. Vas-y, c'est à toi. Élimine. On revient au début du projet. L'éliminer et on va montrer. Mais L'éliminer. C'est pas grave. Ah oui. Donc en fait, voilà, si vous avez déjà, dans mon cas par exemple, on a fait le test hier avec mon email, comme j'avais déjà un utilisateur BP, on a pu m'associer et c'est pour ça que j'apparais dans la liste. Mais si vous voulez ajouter une nouvelle personne donc de votre entité, là vous sélectionnez donc les champs email, prénom, nom, ce qui va générer donc un code BP et vous indiquez bien donc si c'est une personne de votre entité qui doit avoir accès aussi au formulaire. Donc vous mettez le rôle bénéficiaire principal, mais si vous voulez que ce soit une lecture seule d'un bénéficiaire qui a besoin d'accéder au formulaire, dans ce cas-là, vous indiqueriez solo lectura dans la langue du bénéficiaire en question. Et enfin, sur la partie documentation, c'est pas grave, on peut expliquer comme ça. Ouais. Donc là, sur la partie de documentation, donc là, sur la partie test, sur la partie en réel, donc si vous accédez au formulaire de candidature, vous verrez qu'il y a un champ, un cadre d'information qui vous amène sur la documentation en question, sur la déclaration responsable qu'on a téléchargée juste avant. Donc si je reviens là-dessus, donc vous avez ce PDF, déclaration responsable d'engagement du chef de file du projet. Là, vous pouvez saisir les informations directement dans le document. Et important à savoir, donc le document peut être signé de manière électronique. Et dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'avoir le document en version papier au secrétaire conjoint. La signature électronique professionnelle, évidemment, donc est valide. Si vous n'avez pas, l'entité n'a pas de signature électronique, seulement une signature manuscrite, donc avec un cachet, dans ce cas-là, vous devrez imprimer ce document, signer, cacheter et nous l'envoyer au secrétariat conjoint. Et le mettre en version PDF. Et mettre la version PDF dans le formulaire. En ce qui concerne l'autre document, c'est pareil. Voilà, c'est le même principe. Pour les bénéficiaires. Qui est donc pour tous les bénéficiaires, chef de file inclus. Et voilà, rien de particulier. Alors, si on revient, je crois qu'on a vu déjà tous les éléments du formulaire. Donc voilà, n'hésitez pas à valider le tant que vous pouvez, parce que c'est vraiment, ce bouton-là peut être cliqué un nombre de fois incalculable. Et puis une fois que quand vous aurez tous vos champs validés en vert, ça veut dire que vous pourrez cliquer sur envoyer. Et une fois que c'est envoyé, c'est avant le 31 mars à midi, c'est quand on aura donc la version finale de votre proposition de projet qu'on pourra donc analyser. Nous avons juste des dernières recommandations. Donc, comme je disais juste avant, validez très souvent le formulaire pour vérifier l'information manquante. Ça vous permet de ne rien oublier. Et puis de le faire régulièrement et pas attendre le dernier moment, parce que si vous voyez qu'il y a beaucoup de champs en rouge d'un coup, ça peut... voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à commencer dès à présent à insérer les informations. Comme vous avez vu, en cliquant sur le bouton enregistrer, ça garde les informations, mais ça n'envoie pas le formulaire. Donc vous pouvez le faire de manière infinie, à faire également les traductions dans les 3 langues dès à présent. Et si vous avez donc quelconque problème, soutien informatique, questions, doutes, vous pouvez évidemment donc nous envoyer un mail à scsudoe@interrexsudoe.eu ou à nous appeler. Et vous avez également la possibilité de nous envoyer une pétition, une demande. En fait, dans le formulaire, vous avez donc au niveau de votre utilisateur, vous avez votre profil ou nouvelle pétition. Et là, vous indiquez donc votre problématique, l'objet, en mettant les détails, votre téléphone, et on vous répondra dès que possible. Voilà. Est-ce que vous avez donc des questions? Apparemment, oui, on en a eu quelques-unes pendant la présentation. La sortie. Oui. On est là, François.
Alors, une question de Françoise Martin. Notre établissement dispose d'un siège et de plusieurs directions territoriales. Nous conseillez-vous de créer l'organigramme ENT sur la base du SIRET du siège et d'associer ensuite ceux des directions territoriales éligibles à la SUDOE? Au sein de chacune d'elles, il y a des départements d'études ou des laboratoires. Alors ça, c'est une entité très spéciale, le CEREMA. Oui, c'est une entité particulière, donc le CEREMA. Donc il faut savoir si la direction territoriale a un SIRET ou pas. Il faut savoir si la direction territoriale a un SIRET ou pas. Pour cette question précise, sinon vous... Ça, il vaut mieux qu'elle contacte. Oui, directement. dans ce cas-là, Françoise, il vaut mieux que vous envoyiez un mail directement à SSUDOE pour ce cas précis, comme ça on vous répondra Ouais. directement, ce sera plus... La structure de son entité. Voilà, en expliquant la structure de l'entité et on pourra vous répondre de manière plus personnalisée. A priori, le siège aurait un SIRET. Donc effectivement. Pardon, Quentin Twitou, je suis au CEREMA également. D'accord. Oui. Oui, donc les DT, les directions territoriales, ont bien des SIRET. Et le siège a son SIRET également. Écoutez, on va y réfléchir. C'est qu'il nous contacte et on en reparle ensuite. Oui, dans ce cas, envoyez-nous un mail sur ce cas précis et comme ça, on vous répond directement et on vous recontacte. Une autre question de Lucas Farr. Dans le cadre de certains projets, nous pourrions avoir des chercheurs issus de plusieurs laboratoires, entité niveau 3, assignés. Faut-il alors transmettre au chef de file tous les codes SUDOE correspondant à chaque laboratoire? Ouais, dans ce cas, ouais, j'ai entendu que ce sont des différents laboratoires dans le même projet. Alors là, qui enregistre avec un niveau. Oui. Non. En fait, là, il faut savoir quelle est la participation plurielle. Si c'est des personnes qui sont dans différents laboratoires. Plusieurs laboratoires. Ouais. Issus de plusieurs laboratoires. Là, c'est un cas spécifique également. Pour s'il y a des mises à disposition, des choses comme ça. C'est mieux qu'ils nous précisent davantage la question par qui nous contacte directement. D'accord, dans ce cas, je ne sais pas si vous avez entendu, mais voilà, envoyez-nous ce cas précis aussi par mail et vous répondra aussi dès que possible. Une question de Ludovic Herreria. Quelle sera l'incidence sur le code provisoire si l'inscription de l'entité est refusée par l'ESC? De combien de temps disposons-nous pour faire les modifications? Alors, si l'entité est refusée par le secrétaire conjoint, il y aura un avis d'un formulaire de candidature quand il validera. Voilà, il y aura un avis qui sera donc dans le formulaire de candidature. Et après, ce qui peut remettre en cause le projet, c'est si l'entité, par exemple, est la seule entité représentant un pays. Parce qu'il faut un minimum une entité en France, en Espagne, en Portugal. Si cette entité en question est la seule espagnole, par exemple, effectivement, ça sera plus complexe, mais bon, ça, on le verra en temps voulu. Alors, s'il y a des refus d'entité, je ne sais pas s'ils mentent. C'est pour deux motifs. Soit qu'ils ont mal fait l'inscription. Oui, si une entité est refusée, c'est soit parce que l'inscription n'a pas été bien faite. Donc, ils reçoivent un email automatique rapidement. Donc, c'est d'être très réactif. Oui, quand vous recevez, donc quand le secrétaire conjoint envoie la notification, une notification automatique est envoyée en disant que l'entité est refusée. Dans ce cas-là, il faut être réactif et nous contacter et voir quel est le problème en fait par rapport au refus. En revanche, on a eu un cas hier, une PME qui n'était pas éligible. Oui, il y a le cas par exemple d'une PME qui est dans l'évaluation de l'enregistrement de l'entité, on a vu que l'entité n'avait pas les trois bilans complets. Là, c'est un critère d'admissibilité et on va refuser l'entité pour ce motif. Dans ce cas, il n'y a pas la possibilité de représenter un enregistrement parce que l'entité n'est pas éligible. Mais quand il manque d'informations ou il faut faire un nouveau enregistrement d'une autre façon, il n'y a pas de souci, on fait un nouveau enregistrement et c'est à l'attente de valider le nouveau enregistrement. Et ça dépend de la réactivité de l'entité. Une question de Pierre de EPM. Bonjour, j'ai une page d'erreur 500 qui s'affiche lorsque j'enregistre un partenaire associé en France.
des modifications. Je n'ai pas testé les autres langues et c'est un problème connu. Oui, comme ils sont en train de faire des modifications actuellement, c'est pour ça que la page d'erreur s'affiche, mais ça devrait être réglé très rapidement. Ça ne vous empêche pas de poursuivre le reste du formulaire. Pour l'instant, nous n'avons pas d'autres questions. Si certains préfèrent lever la main, n'hésitez pas. On vous rappelle que le webinaire sera, l'enregistrement sera disponible sur la page YouTube du programme et qu'on vous enverra aussi la présentation. Pas de nouvelles questions. En ce cas, j'imagine que c'est une question de Lucas Farr. Oui, bonjour, Lucas Farré de l'Université de Perpignan. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui. Donc je profite pour préciser un peu la question que j'avais posée dans le chat. Il se trouve que donc à l'Université de Perpignan, nous avons nos anciens chercheurs qui sont organisés en laboratoire. Donc ils sont tous rattachés à l'Université de Perpignan. Et nous avions prévu de les enregistrer en tant qu'entité de niveau 3. Pour permettre ensuite la participation des anciens chercheurs dans la limite des trois projets par entité, si j'ai bien suivi les règles du programme. Mais il se trouve que dans certains projets, nous aurons des anciens chercheurs issus de différents labos qui participeront au même projet. Donc, dans ce cas-là, est-ce qu'on doit effectivement saisir les codes Sudway de chacun des labos ou est-ce qu'on doit en saisir un et ensuite préciser qu'il y aura des enseignants issus de notre labo qui reviendront sur cette proposition? Est-ce que les laboratoires dépendent d'une même entité commune? D'une faculté? De département. Pas réellement, non. En fait, ils sont tous rattachés directement à l'université. Parce que dans ce cas-là, ouais, si c'est un peu comme le schéma qu'on avait vu tout à l'heure sur l'entité avec les facultés et départements. Si il y a plusieurs départements, plusieurs laboratoires qui dépendent de plusieurs facultés, dans ce cas-là, c'est le niveau le plus au-dessus qui devra s'enregistrer dans le projet, c'est-à-dire l'entité mère de niveau 1, donc le niveau de l'université, pour le projet qui a ce cas précis. Si dans d'autres projets que vous avez indiqués, c'est seulement un laboratoire qui est concerné, dans ce cas-là, ce laboratoire seul pourra se présenter comme unité fonctionnelle de niveau 3. Ouais. Mais dans le cas où vous présentez l'entité de l'Université de Perpignan, n'oubliez pas de mentionner dans la candidature que vont participer au projet les départements X, Y, Z pour que les évaluateurs comprennent qui va participer, les départements, les laboratoires, qui va participer exactement dans le projet. C'est peur, cette partie. Oui, sur cette partie-là donc, du guide du registre, on rappelle bien qui va exécuter le projet, puisque les évaluateurs analysent le critère d'évaluation pertinence du partenariat qui permet de vérifier la pertinence des acteurs, par expérience, par compétences, etc. Donc, comme là, on mettait l'exemple d'une université, les évaluateurs ont vérifié que le bénéficiaire présente les compétences adéquates pour réaliser le projet. Donc, si le bénéficiaire impliqué est un service général de l'université, cette relation ne pourra pas être établie. L'évaluation soulèvera alors des réserves quant à l'adéquation du partenariat pour la mise en œuvre du projet. S'il s'agit du département spécialiste du secteur abordé par le projet, l'évaluation sera différente. Ouais. Mais dans ce cas en particulier, comme il y a des chercheurs de plusieurs laboratoires, le mieux c'est présenter comme entité l'Université de Perpignan et dans la candidature, dans le texte, expliquer qu'il va avoir plusieurs laboratoires qui vont présenter plusieurs laboratoires impliqués dans le projet. D'accord, très bien. Et dans ce cas-là, donc, on aura une implication du labo dans un projet. En fait, ça consommera un des projets sur lesquels le labo pourra participer, parmi les trois. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres mains levées? A priori, non. Bon, dans ce cas, je pense qu'on peut clôturer le webinaire. Pour toute nouvelle question, nouveaux doutes qui reviennent par la suite du webinaire, dans ce cas-là, vous pouvez nous envoyer directement un mail au mail du secrétaire conjoint et on vous répondra dès que possible.
En tout cas, merci beaucoup à tous pour votre participation. Vous allez recevoir très prochainement donc, le lien pour la vidéo et pour la présentation. Et on vous souhaite donc une très bonne journée et à très bientôt et bon courage pour la rédaction du formulaire. Ah oui, la Merci. semaine prochaine, juste pour votre information, nous avons une dernière, un webinaire qui sera libre, hein, 60 minutes Sudoway. Donc, si je vais sur le site internet, je vois que donc, vous pouvez vous inscrire au webinaire 60 minutes. Pour les Français, ce sera mercredi 22 mars à partir de 10h. Donc, ce sera, voilà. Vous avez le formulaire d'inscription qui est ici. Et voilà, l'autorité nationale française et le secrétaire conjoint pourront vous répondre pour vos derniers doutes sur votre candidature de projet. Merci encore et très bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.